Professeur Kokoufofo Toussa Dambounou, vous êtes biophysicien, vous êtes médecin radiologue et médecin nucléaire, professeur titulaire de biophysique, de médecine nucléaire à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. J'ajoute que vous êtes également le vice-président de la SAF-BMN, la Société africaine francophone de biophysique et de médecine nucléaire. Et là aussi, vous êtes membre de la Société française de médecine nucléaire. Pour ce pourquoi nous sommes là, je vais m'arrêter là parce que vous avez beaucoup de casquettes. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes un 8 novembre et nous parlons de la médecine nucléaire. Merci Shaken et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici sur ce plateau pour parler donc ce 8 novembre de la médecine nucléaire. Que savoir de la médecine nucléaire le 8 novembre? Et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager les informations avec les téléspectateurs. Eh bien, c'est vous qui avez donné le thème. Hein. Que savoir de la médecine nucléaire un 8 novembre? C'est le thème donc de votre nouveau numéro. Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV. Bienvenue. Eh bien, c'est une spécialité très méconnue, mais qui existe bel et bien et qui est dans une poussée souhaitée pour optimiser les prises en charge en Afrique. Ce dont il est question, nous le verrons de retour de plateau pour en parler avec notre invité, mais avant cet élément. L'examen scintigraphique est un examen qui vise à évaluer, au même titre que tous les examens de médecine nucléaire, comment fonctionne ou dysfonctionne un organe. On va donc administrer un produit qui va se distribuer dans l'organisme et ensuite on fait une imagerie. Les temps d'attente entre l'administration du produit et l'acquisition des images est très variable en scintigraphie, puisqu'il doit être immédiat ou quasiment immédiat quand on s'intéresse à un examen du cœur, alors qu'il peut être de 2 à 6 heures quand on s'intéresse à un examen de l'os. Il peut même être déporté à plusieurs jours quand on s'intéresse à d'autres explorations, en particulier du système des glandes hormonales. Lors d'une scintigraphie, on peut aussi avoir plusieurs temps d'attente, c'est-à-dire qu'on peut faire un premier examen immédiatement après l'administration du produit, quelques heures après, un jour après. Il peut y avoir plusieurs étapes parce que le produit reste suffisamment longtemps dans l'organisme pour que nous, on ait une information pertinente au cours du temps. L'examen en lui-même va durer 30 à 45 minutes pour l'examen scintigraphique. L'appareil va tourner autour du patient et si le patient bouge, ça va désorganiser complètement l'image et entraîner un flou. Donc il est vraiment fondamental pendant cette période-là de ne pas bouger. Vous avez juste à vous détendre. La machine fait son travail, vous n'avez rien de particulier à réaliser parce que justement le fait d'être dans la même position du début jusqu'à la fin nous donne des images de qualité optimale pour arriver à faire les meilleurs diagnostics. La nature du produit en elle-même fait que non seulement on l'élimine sur un plan biologique, par les urines, mais en plus, il s'élimine lui-même lié au fait qu'il disparaît au cours du temps et ça s'appelle la désintégration. Alors, professeur Adam Bounou, un 8 novembre, la journée justement consacrée à la médecine nucléaire, c'est vrai que ça ne doit pas passer inaperçu et que c'est une journée très importante. Nous le verrons, mais avant, la médecine nucléaire, c'est vrai, on est dans un contexte de guerre. On parle d'essais nucléaires, on sait, hein, les protagonistes, on les connaît, chacun annonce ce qu'il va faire, et puis nous on arrive avec la médecine nucléaire. On va tout de suite mettre le distinguo avant de continuer notre sujet. Oui, effectivement, cher Ken, il faut d'abord rassurer les téléspectateurs hein, qu'ici on parle du nucléaire pacifique. Voilà. On ne parle pas de bombes nucléaires. Hein. Bon, donc ici, c'est le nucléaire pour faire du bien à l'humanité, le nucléaire pour soigner les malades. Donc la médecine nucléaire, je peux donc la définir comme l'ensemble des utilisations médicales des noyaux radioactifs en source non scellée. Parce que ces noyaux radioactifs peuvent être également utilisés en sous-scellé, c'est-à-dire qu'ils vont être dans un dispositif qui va empêcher leur dispersion. En médecine nucléaire, ces noyaux radioactifs sont dans un dispositif, sont utilisés dans des conditions
qui n'empêchent pas leur dispersion dans le milieu ambiant, d'où on parle de noyaux radioactifs en source non scellée. Donc, il s'agira donc d'utiliser ces noyaux radioactifs qui sont des noyaux, le noyau étant la partie centrale de l'atome, donc des noyaux qui sont instables, ces noyaux radioactifs vont être associés donc à des traceurs, on parle de radiopharmaceutiques, et ces radiopharmaceutiques sont des médicaments radioactifs. Donc la médecine nucléaire est donc une branche de la médecine qui va utiliser donc des médicaments radioactifs pour diagnostiquer et traiter les patients. C'est-à-dire que nous parlons de la matière et de sa partie la plus infime. Pour ceux qui ont fait de la physique, on peut comprendre donc qui vont être justement mis, ces particules vont être mises dans des conditions justement particulières pour aller diagnostiquer, donc déceler les maladies et pour nous aider. Et donc, nous sommes à l'abri des bombes. Ici, on pourra continuer donc sereinement. Alors, on imagine c'est une spécialité médicale, une branche médicale qui va avoir des composantes particulières. Avant de voir qui pourra peut-être être médecin nucléaire, son importance et tout le reste. Oui, effectivement, la médecine nucléaire, c'est une spécialité médicale, comme les autres spécialités médicales, comme la pédiatrie, comme la chirurgie ou comme la cardiologie. Donc, c'est une spécialité médicale et comme je l'ai dit, sa particularité, c'est qu'il utilise des noyaux radioactifs, d'où le nom nucléaire. Le nucléaire vient du noyau. Donc, la médecine nucléaire est une médecine qui va utiliser des noyaux. Donc, comme il utilise des noyaux radioactifs, on dit que c'est une médecine nucléaire. Donc, ce n'est pas voilà, une bombe nucléaire, pas du tout. Et c'est une spécialité médicale. Une spécialité médicale qui a 3 composantes. La première composante, c'est l'imagerie scintigraphique, qu'on appelle encore imagerie isotopique ou encore imagerie nucléaire. Donc, elle est une imagerie qui est fonctionnelle, métabolique et moléculaire. La seconde composante de la médecine nucléaire, c'est la radio-immunoanalyse, donc qui est une technique de biologie, une technique de laboratoire qui va être utilisée pour dépister, pour détecter les hormones, les marqueurs tumoraux, les médicaments dans le sang, dans les selles, dans les urines par exemple. Donc c'est une médecine nucléaire in vitro, c'est la deuxième composante. Et la troisième composante de la médecine nucléaire, c'est la radiothérapie interne vectorisée, encore appelée radiothérapie métabolique, où cette fois-ci, les noyaux radioactifs vont être utilisés pour traiter les tumeurs, les cellules cancéreuses par exemple. Donc la médecine nucléaire, c'est 3 grandes composantes, à savoir imagerie scintigraphique, radio-immunoanalyse et puis radiothérapie interne vectorisée. Alors on a vu donc les composantes, on imagine que la médecine, sinon le médecin, je le dis comme ça, c'est donner les moyens les plus optimaux pour pouvoir justement aider à la détection, mais également au traitement des maladies, d'où son importance pour la prise en charge. Oui, son importance, comme je l'ai dit, vous comprendrez donc que la médecine nucléaire est une spécialité à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc son importance, c'est qu'il va pouvoir diagnostiquer, comme si je prends la composante imagerie scintigraphique, c'est une imagerie, comme je l'ai dit, elle est fonctionnelle, elle est métabolique, elle est moléculaire, et va avoir la particularité de pouvoir diagnostiquer plus précocement les lésions que comparativement aux autres techniques d'imagerie comme la radiologie, le radiodiagnostic ou l'échographie. Donc c'est une technique l'imagerie scintigraphique est une imagerie fonctionnelle précoce. Il permet de faire un diagnostic précoce des maladies. Alors vous avez donc la radio-immunoanalyse qui va détecter, dépister donc les hormones ou les marqueurs tumoraux lorsqu'ils sont encore à des quantités très infimes, lorsqu'elles sont parfois indétectables par les techniques classiques de laboratoire. Donc, vous voyez, la médecine nucléaire, que ce soit par l'imagerie ou par la radio-immunoanalyse, donc va jouer un rôle important dans le diagnostic, notamment dans le diagnostic précoce des maladies. Alors, la troisième composante qui est la radiothérapie interne vectorisée va permettre donc à la médecine nucléaire de pouvoir traiter les maladies, notamment les cancers. Et donc, elle va traiter de façon ciblée et donc les cellules cancéreuses en préservant autant que possible les cellules saines. Donc l'importance de la médecine nucléaire, c'est donc une importance diagnostique et thérapeutique dans la prise en charge des patients. Alors on voit bien qu'on en a essayé donc d'apporter de la précision,
mais également on est dans un univers beaucoup plus pointu. Et aujourd'hui en Afrique, c'est vrai, on parle d'hôpital, je vais m'amuser un peu là-dessus, mais c'est important, 5 étoiles, hein. On a des hôpitaux spécialisés, mais on reste encore dans un contexte où les choses restent limitées. Est-ce qu'aujourd'hui, les impacts de la médecine nucléaire, on le voit sur le terrain, on peut se dire qu'on est en train d'aller vers, disons, un contexte où aujourd'hui les maladies qui n'existaient pas, qu'on ne voyait pas ici, simplement on se dit, on est à la pointe, on est au point pour pouvoir vraiment faire face au contexte actuel. Oui, la médecine nucléaire aura un impact significatif dans la prise en charge des patients, même dans nos pays africains. Il faut d'abord reconnaître que c'est une technique qui est encore, c'est une spécialité qui est encore peu accessible, d'accord, qui est méconnue, même par les médecins. D'accord. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en Afrique, il n'y a plus de maladies, voilà, qu'on va dire, c'est les maladies des blancs ou maladies des riches. Donc, les cancers, par exemple, sont en croissance, sont en augmentation dans nos pays. Vous prenez les maladies cardiovasculaires, par exemple, ils sont aussi en pleine croissance dans nos pays africains. Et justement, la médecine nucléaire joue un rôle important dans la prise en charge de ces maladies, de ces pathologies cardiovasculaires, des pathologies cancéreuses notamment, des autres pathologies. Et donc, quand on veut bien traiter un patient aujourd'hui, il faut mettre tous les moyens, il faut avoir un plateau technique complet. Un plateau technique qui, outre les techniques traditionnelles qu'on connaît, puisse aussi inclure les techniques de médecine nucléaire. Et donc, et cela va empêcher donc l'évacuation, donc certaines évacuations des patients. Vous voyez, dans nos pays africains, ceux qui ont les moyens sont obligés de se rendre dans des pays européens pour profiter donc des avantages de la médecine nucléaire. Et donc, en Afrique, les autorités sanitaires de nos pays africains doivent s'efforcer pour s'investir davantage à l'implémentation, à la création des services de médecine nucléaire dans nos pays pour permettre donc à nos patients d'avoir une prise en charge optimale en bénéficiant donc des avantages incontournables de la médecine nucléaire, aussi bien dans le volet diagnostique que dans le volet thérapeutique. Alors, rendre la médecine nucléaire accessible également en termes de tous les paramètres qu'on peut imaginer, en termes de coûts, surtout parce que c'est ce qui intéresse le plus souvent les gens. On sait que quand on est beaucoup plus pointu, on est beaucoup plus précis, on est dans la qualité, on imagine que c'est le plus souvent le coût qui est associé, mais vivement, comme le dit le professeur, qu'on puisse avoir accès à la médecine nucléaire. Mais nous parlons d'imagerie. Professeur Adam Bounou, imagerie. Quels sont les types d'images que vous réalisez? Vous avez fait le distinguo tout à l'heure avec la radiologie classique, vous avez parlé donc de l'échographie par exemple. Ici, on est dans quelque chose de particulier. De quoi parle-t-on? Quel type d'image on réalise? Alors, comme je vous le disais en début d'émission, la médecine nucléaire a 3 composantes. Et donc, la première, qui est la plus accessible, c'est l'imagerie scintigraphique, encore appelée imagerie isotopique ou imagerie nucléaire. Cette imagerie scintigraphique va se faire à partir des noyaux radioactifs qui vont être injectés à des patients. Et ces patients vont émettre des rayonnements. Ces noyaux radioactifs, quand ils sont radioactifs, parce qu'ils sont instables, je vous le disais, pour se stabiliser, ils vont émettre un rayonnement. Et en général, c'est le rayonnement, c'est les photons gamma, donc les rayonnements gamma qui vont être émis. Donc, si on injecte donc à un patient donc un noyau radioactif et que le patient émet un rayonnement gamma, alors là, l'image qu'on obtient, on l'appelle imagerie scintigraphique monophotonique. Et cette imagerie scintigraphique monophotonique, l'acquisition des images peut se faire en 2 grands examens. On appelle scintigraphie conventionnelle ou scintigraphie standard. Donc là, on fait une image planaire comme la radiographie standard. D'accord? Ça s'appelle scintigraphie planaire ou scintigraphie conventionnelle. On peut également faire une image en coupe, comme c'est le cas de le scanner ou la tomodensitométrie. En ce moment-là, on parle de tomoscintigraphie. Et comme c'est un seul photon qui est émis, on parlera de tomographie par émission monophotonique, c'est-à-dire en abrégé TEMP. Donc, quand on parle de scintigraphie monophotonique, on a 2 grands types d'examens, scintigraphie conventionnelle et tomographie par émission monophotonique en abrégé TEMP. Certains noyaux radioactifs, quand on les injecte aux patients, ils vont émettre une particule bêta+, qui est un positon. Cette particule bêta+, en sortant, va émettre 2 photons qui vont être détectés par un appareil qu'on appelle une caméra TEP. En ce moment-là, on parle de scintigraphie biphotonique,
qui est représentée par la TEP. La TEP veut dire tomographie par émission de positons. Et la TEP est de nos jours couplée systématiquement au scanner ou à la TDM. On parle de TEP TDM. Donc, quand on veut situer donc, les examens d'imagerie scénographique, on peut dire qu'il y en a 3 principaux examens, à savoir la scénographie conventionnelle, d'accord, la tomographie par émission monophotonique, qu'on appelle TEMP, qui aussi peut être couplée donc, au scanner. On parle de TEMP TDM. Donc, TEMP TDM, en anglais, ça fait SPET CT. Et la troisième technique ou le troisième examen, c'est la TEP TDM, en anglais, PET CT. Donc, les examens d'imagerie scénographique sont scénographie conventionnelle, tomographie par émission, TEMP TDM et puis TEP TDM. Voilà un peu donc un petit voyage dans l'univers nucléaire qui nous amène à voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses où on peut faire des couplages, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision. Absolument. Je le disais. Absolument. Parce que le but, c'est de pouvoir vraiment sortir quelque chose de réel pour qu'on puisse intervenir là où il faut, quand il faut. Absolument. Et surtout pour les résultats que l'on attend. Alors, mais quand est-ce qu'on va demander, quand est-ce qu'on va avoir recours à la médecine nucléaire dans la prise en charge? Est-ce qu'on peut le demander à tout va, ou il y a des conditions dans lesquelles on le demande, ou à des étapes de la prise en charge d'un malade? Ah oui, comme je vous le disais, vous convenez avec moi que quand vous prenez par exemple l'imagerie scénographique, c'est une technique d'imagerie de pointe. Donc, elle ne va pas être demandée comme ça. Avant de solliciter cet examen, il faut se faire d'abord examiner par un médecin. Il faut que le médecin, voilà un médecin, en général un médecin spécialiste, qui va juger que l'examen est justifié, est nécessaire pour la prise en charge. Et qu'il n'y ait pas d'autres examens qui n'utilisent pas les rayonnements ionisants, comme par exemple l'échographie, qui puissent faire, comme mettons l'examen. En ce moment-là, c'est le médecin qui va faire donc un bulletin et il va indiquer le motif sur le bulletin. Et ce n'est qu'avec ça que le médecin nucléaire, lui aussi, quand le patient va venir, il va voir est-ce que l'examen est justifié. Et une fois que l'examen est justifié, il va le faire. Donc, on fait un examen de médecine nucléaire lorsqu'il est justifié. Alors, vous venez donc de décrire, on va dire, plus ou moins le processus qui conduit à cela. Mais alors, quand on en parle, c'est vrai, c'est une spécialité qui est à la pointe. Donc, on va se demander, est-ce que peut devenir médecin nucléaire qui veut? Non, pas du tout. La médecine nucléaire, comme vous l'attendez, c'est de la médecine. Donc, un médecin nucléaire est avant tout un médecin. Donc, il faut d'abord avoir fait la médecine générale. C'est-à-dire, si nous prenons le contexte du Togo, par exemple, vous faites 7-8 ans, vous êtes médecin généraliste, et après, maintenant, vous rentrez en spécialité. Et donc, la médecine nucléaire est une spécialité qui se fait en 4 ans. Donc, ça veut dire qu'un médecin nucléaire, c'est quelqu'un qui a, on va dire, un niveau de bac plus 12, 8 ans de médecine générale et 4 ans de spécialité. Donc, ne peut être que médecin nucléaire qu'un médecin. Donc, il faut d'abord être médecin. Donc, on ne peut pas être technicien ou manipulateur et se dire médecin nucléaire, ou être physicien et dire qu'on est médecin nucléaire. Un médecin nucléaire est avant tout un médecin qui a fait la spécialité médicale appelée médecine nucléaire. Voilà toute une vie qu'il faut consacrer à une spécialité. Mais ça va de soi parce que c'est une spécialité de pointe. Alors, on va évoluer. Je vous ai entendu quelque part dire qu'on va injecter des éléments en un patient qui va émettre donc des rayons, ce qui va donner des images. C'est comme ça que vous le réalisez. Mais est-ce qu'il y a un risque pour le patient? Bien sûr, en fait, il y a... Et également pour le médecin en même temps. Hein. Ouais, vous savez, il y a un risque, mais ce risque n'est pas très, on va dire, très important par rapport au risque en radiologie. Donc, il y a un risque puisqu'il s'agit ici d'un noyau radioactif. Ces noyaux vont émettre donc des rayonnements qui sont ionisants. Voilà, ces rayonnements ionisants, généralement, c'est les photons gamma. Ces photons gamma, c'est comme, voilà, ils sont de même nature que les rayons X. Et donc, il y a vraiment un risque. C'est pour cela qu'avant de le demander, il faut que cet examen soit justifié. C'est-à-dire qu'on pèse les avantages et les inconvénients. Donc, un examen est justifié lorsqu'il apporte plus, lorsqu'il y a plus de bénéfices à le réaliser que d'inconvénients à le réaliser. Donc, le risque existe, des dispositions sont prises pour minimiser ce risque, aussi bien pour le médecin
pour le patient et l'environnement. Donc, il y a des risques qui existent. Peut-être qu'on reviendra en détail dans ces risques, mais les dispositions sont prises pour que le patient puisse tirer plus de bénéfices que voilà l'éventuel risque en faisant cet examen. Donc, les risques sont minimisés. Ce n'est pas des risques voilà, du centrale nucléaire. Ce n'est pas des risques d'une bombe nucléaire, pas du tout. C'est des risques liés au fait que ce sont des noyaux radioactifs qui émettent des rayonnements ionisants, comme par exemple les risques qu'on peut avoir dans un service de radiologie qui émet des rayons Et donc, on est à l'abri de Tchernobyl. Absolument, absolument. Les patients ne doivent pas avoir cette phobie. La médecine nucléaire est du nucléaire pacifique. Voilà. Le nucléaire pour la santé. Alors, vous le dites, il y a certes des risques, mais c'est très minime, c'est très mineur, c'est des choses vraiment négligeables pour la santé. Surtout que c'est un examen qu'on ne réalise pas tous les jours et que ça doit être justifié. Mais chez un enfant, parce que souvent c'est ça aussi le problème. Chez un adulte, on peut comprendre un certain nombre de choses. Chez l'enfant, des gens vont se dire, mais c'est pas trop tôt. Oui, les risques, comme je l'ai dit... Quoique si le mal l'exige, on est obligé, mais on en parle. Non, la médecine nucléaire, elle peut se réaliser sans problème chez un enfant dès lors que l'examen est justifié. Il y a des risques. Les risques sont liés, comme j'ai dit, c'est les risques liés au rayonnement ionisant. Ces risques, voilà, on les appelle des effets déterministes et des effets stochastiques. Donc, il y a des risques, comme en radiologie, je l'ai dit, des risques, voilà, que ça peut donner des cancers tardivement. Il y a des risques que ça peut donner, donc, si les doses dépassent certaines seuils données, ça peut donner des pathologies. Mais quand le médecin nucléaire est bien formé, quand l'examen est réalisé dans des conditions de radioprotection, dans des conditions de sûreté, de sécurité, eh bien, le risque est minime. Et l'avantage est largement supérieur à cet éventuel risque. Et donc, si un enfant, on peut réaliser des examens de médecine nucléaire. D'ailleurs, moi, mon mémoire pour devenir médecin nucléaire, que j'ai soutenu donc à Dakar, portait sur la médecine nucléaire pédiatrique. Donc, on réalise des examens de médecine nucléaire aux enfants et sans problème, bien entendu, en s'assurant que les mesures de radioprotection sont respectées pour minimiser ces risques. Alors, dans la vie, il n'y a rien sans risque. Même vous prenez un médicament, vous avez un risque. Vous prenez votre voiture, il y a un risque. Mais vous voyez, quand vous voyez le risque que vous avez pour faire un accident et vous le comparez par rapport à tous les bienfaits que la voiture peut vous donner, mais vous prenez donc la voiture en prenant toutes les dispositions pour que bon, le frein soit en bon état, que tout soit voilà, en respectant le code. D'où les visites techniques. Absolument. Ben voilà, vous avez fait de la sensibilisation aussi pour le code de la route. Absolument. En passant de la médecine nucléaire, on peut donc parler de tout. C'est intéressant de voir qu'en fait, il y a des mesures de protection qui sont prises. Au moment où, j'y arrive, on va réaliser justement ces examens qui vont demander l'usage, le recours à des rayons, comme vous le dites. Mais là encore, comme vous le dites, l'avantage, c'est ce qu'il faut surtout mesurer. Sinon, quand on prend n'importe quel médicament, vous le dites, la médecine nucléaire, c'est à la fois la détection, le dépistage, mais également le traitement. Comme un médicament, on a toujours les effets secondaires, mais ça n'empêche pas que le médicament, il est prescrit. Voilà qui doit être clair pour nous tous, qui écoutons le professeur Adam Bounou. Alors, c'est vrai, j'ai fouillé un peu, ça fait 2, 3, 4 ans que je vous ai rencontré. Je cherche un autre médecin nucléaire, je n'en trouve presque pas. J'espère que vous avez des émules, des gens qui sont en train de vous suivre et que vous êtes en train d'attirer, parce que je veux dire tout simplement que c'est une spécialité qui est rare en Afrique subsaharienne et notamment au Togo. Vous devez être le seul. Oui, je suis le seul et ce n'est pas un plaisir pour moi de se dire que je suis le seul, mais par la foi des choses, je suis, on va dire, l'un des premiers en tout cas qui existe. Donc vous êtes pionnier de la médecine nucléaire au Togo, il faut le dire. Voilà, je suis le pionnier de la médecine nucléaire, je suis le premier médecin nucléaire donc actuellement au Togo, je dis actuellement au Togo, et je suis le premier professeur titulaire de médecine nucléaire, le premier agrégé de médecine nucléaire, et c'est pour moi un devoir de former les jeunes. Et tous les jours que Dieu fait, Dieu sait que mes étudiants peuvent en témoigner, je ne sais de les sensibiliser, je ne sais de les séduire pour qu'ils puissent voilà, s'investir à nos côtés pour que cette spécialité puisse prospérer dans le pays. Maintenant, pour le faire, moi-même, j'étais d'abord radiologue, j'étais radiologue et j'avais fait des stages de médecine nucléaire en France sans avoir encore le diplôme, mais les exigences du concours d'agrégation m'ont amené à donc retourner
pour aller faire cette spécialité et devenir médecin nucléaire. Et depuis que je suis médecin nucléaire, malheureusement, le service n'est pas encore dans le pays. Et ce qui décourage peut-être, comme mettons, les jeunes à s'y engager. Mais tous les jours que Dieu fait, on essaie de sensibiliser parce que quand on est professeur comme moi, tout ce qu'il reste à faire, c'est de former. Ouais. Parce que les professeurs de médecine nucléaire sont rares en Afrique. Ce n'est pas tous les pays, on va dire en Afrique, au CAMES, c'est 5 pays africains qui ont professeur de médecine nucléaire. Donc, si le Togo a la chance d'avoir aussi fait partie de ce quota, donc les jeunes doivent en profiter, les patients doivent en profiter, et puis la population tout entière. Et donc, moi, je suis disponible à former les médecins, parce que ce qui est sûr, j'ai espoir que dans les années à venir, ou même dans un avenir très proche, la médecine nucléaire va être une réalité au Togo, et il va falloir former donc des jeunes. Actuellement, il y a certains jeunes militaires notamment qui sont en formation à l'extérieur, et puis écoutez, ils vont rentrer, renforcer ce contingent. Absolument, et je ne serai plus le seul, et ce serait un plaisir pour moi d'avoir contribué, parce que on a juste donné un modèle, un exemple, les gens s'engagent, avant moi il n'y avait pas ce modèle, donc maintenant les gens ils voient qu'il y a quand même la médecine nucléaire, il y a quelqu'un qui en parle, il y a un professeur titulaire dedans, et donc c'est vraiment... et surtout qui est disponible, qui fait de la sensibilisation, qui incite, parce que la question que j'allais vous poser, c'est ça, c'est de voir comment vous amenez les étudiants à s'intéresser justement à cette spécialité, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, et ça va être un petit bémol, c'est que les gens veulent aller vite, gagner de l'argent, on cherche là où c'est plus juteux, alors que cette médecine embryonnaire qu'elle est, ne pourrait pas forcément attirer. Comment vous vous y prenez? Oui, absolument. Vous savez, avant, par exemple, il n'y avait pas un professeur de médecine nucléaire à la faculté de médecine de Lomé. Donc ça veut dire qu'il peut parler bien de la matière, il faut parler de la matière, de la spécialité, il faut être un spécialiste. C'est ça. Et il faut être un enseignant, un expert dedans. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes, ils comprennent mieux la spécialité. Et puis, ils vous voient, les jeunes, quand vous arrivez à un niveau donné, vous constituez un modèle pour certains. Et donc, rien que le fait simple de voir que vous êtes professeur de médecine nucléaire et que vous êtes seul, et que vous arrivez à faire des choses, malgré pas qu'il n'y a pas de moyens, vous sensibilisez, et il y a certains qui sont séduits, certains veulent, veulent être comme vous. Et donc, à ces jeunes, j'essaie donc de les inciter. Vous voyez, par exemple, moi, quand je fais mes cours, les cours de biophysique, je les fais en première année, en deuxième année. Après, en quatrième année, en sixième année, j'enseigne aussi la radiologie. Je suis un enseignant-chercheur de radiologie aussi. Et puis, j'enseigne également la médecine nucléaire. Donc, déjà, ceux qui sont... Parce que pour faire de la médecine nucléaire, il faut être il faut aimer la biophysique, parce que il y a beaucoup, c'est le nucléaire, donc c'est du noyau, c'est de la physique. Et donc déjà les étudiants qui sont bien en biophysique, je crée un groupe WhatsApp. Ces étudiants, j'essaie donc de leur partager toutes les informations sur la médecine nucléaire, sur la biophysique de façon générale. Mais ce qui fait que les jeunes, même s'ils ont la volonté, ils sont limités. La spécialité n'existe pas au pays. Pour le faire, il faut le faire. Si je veux faire vraiment une bonne spécialité, il faut le faire peut-être au Maghreb ou en Europe. Et il faut les moyens. Maintenant, il faut que l'État donne des bourses. Il faut qu'il y ait des opportunités. Certaines fois, les opportunités se présentent, mais on ne me le fait pas, on le détourne. Des gens, il y a certaines qui ont une certaine mentalité, c'est de pouvoir ne pas laisser donc la chance à tout le monde. On veut tout embrigader. Voilà, on veut tout embrigader. On verrouille les choses, et puis bon, on ne donne pas la chance à tous les jeunes. Voyez-vous, moi je me suis même investi dans la formation d'un jeune médecin nucléaire, d'un jeune qui est venu faire la tête avec moi, qui veut faire la biophysique et médecine nucléaire. Et j'y ai mis même mon argent pour qu'il aille donc à l'extérieur pour faire comme maintenant, mais certaines personnes mal intentionnées ont mis tout en œuvre pour empêcher ce jeune, par exemple, de continuer de pouvoir faire sa spécialité. Et donc, c'est comme ça sous les tropiques. Et malheureusement, c'est une réalité. Et puis bon, les gens le font peut-être pour dire demain que bon, vous voulez être seul, alors que je ne sais pas qu'est-ce que je gagne en étant seul. Quand on arrive demain à mon niveau de professeur titulaire, ce sera une honte de rester seul jusqu'à la fin. Et donc tout ce qu'il faut pour que les jeunes puissent s'intéresser à la discipline, je le fais. Je le fais en leur donnant des sujets de recherche, je le fais en sensibilisant comme je le fais, et je le fais en leur montrant tous les intérêts, je le fais en montrant tout l'avenir qu'est dans la médecine nucléaire de demain. Et donc il y a des jeunes qui sont là, ils n'attendent que des moyens, ils n'attendent que des bourses. Et quand ces bourses seront disponibles, ils vont le faire. Mais quand on cache les bourses, ou bien on détourne les bourses sur des personnes cibles, où on veut former sur une certaine partie seulement d'étudiants en médecine, là c'est regrettable. C'est ce
empêche voilà la le formation coup- des médecins nucléaires. Voilà le coup de gueule du professeur Adam Bounou. Absolument. Alors, c'est vrai que c'est pas une grande gueule, hein, mais c'est un homme de principe, peut-être. Alors, je fais comme ça pour revenir un peu à notre sujet et dire que aujourd'hui, il y a une certaine passion avec laquelle vous parlez de cette spécialité parce que ça reste quand même l'une des spécialités de demain. Avec la poussée du numérique, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les maladies auxquelles on fait face aujourd'hui, il faut se donner les moyens plus pointus de pouvoir assurer vraiment un diagnostic précis, ce qui optimise donc les prises en charge. Voilà d'où l'intérêt justement de cette médecine-là. Et nous nous réjouissons à ce Docteur TV qu'on trouve quand même quelqu'un de si passionné qui en parle. Mais en même temps que vous le dites, c'est vrai, les barrières, c'est à tous les niveaux, mais également, ça peut être au niveau aussi de la jeune génération. Quand on vient, aujourd'hui, il y a un certain sacerdoce qui était là, mais certains nous ont dit que le sacerdoce n'existe plus. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes sont prêts à s'y engager par pure passion? Ou, comme je le disais, c'est avant tout le débouché. Et là, ça pose un problème. Absolument, parce que ce que vous ressortez vraiment est pertinent, parce que là, quand pour un jeune, pour faire la médecine nucléaire actuellement, comme la spécialité n'existe pas, mais il se dit, voilà, est-ce que je vais faire une spécialité pour revenir chômer? Ouais. Et ça, je leur rassure que, ben écoutez, les projets sont en cours, les initiatives sont là, et que l'avenir sera prometteur pour cette spécialité. Après, est-ce que ça va nourrir son nom? Ben voilà, les jeunes se posent cette question. Mais dans la vie, il faut faire les choses. Il faut faire les choses qu'on aime, des choses voilà, qui passionnent. Et donc, beaucoup de jeunes n'auront pas cette passion. Mais nous essayons tous les jours donc, de créer cette passion, voilà, de créer cette passion. Et on trouvera des jeunes qui sont motivés. Et puis, ben, voilà, en fait, le but principal du médecin, c'est de rendre du service au patient, de soigner le patient et non de remplir sa poche. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on a l'impression, c'est une impression que bon, le jeune médecin, il veut s'enrichir, mais il y a aussi des jeunes voilà, qui sont passionnés par le service qu'on peut rendre au patient. Ouais. Alors, on parle de ce qu'on voit couramment, c'est vrai, mais il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle. Comme on dit souvent, alors il y a un élément qu'on avait évoqué, c'est justement l'exposition à une forte dose de radioactivité. Est-ce qu'il arrive que dans la pratique, on assiste le plus souvent à ça? Et qu'est-ce qui peut expliquer justement ce fait? Oui, en réalité, comme je dis, quand les doses, d'accord, les doses utilisées, donc les doses d'irradiation, les doses de rayonnement, lors de utilisée en médecine nucléaire ne sont pas aussi importantes. Mais quand il s'agit d'un rayonnement ionisant, que la dose soit la plus petite possible, elle peut donner des effets. Des effets non souhaitables. Les effets peuvent être soit déterministes ou le plus souvent stochastiques, des effets tardifs. Maintenant, si les mesures de radioprotection ne sont pas respectées, il peut y avoir que le patient développe voilà, comme ces effets non souhaitables. Maintenant, quand on respecte les principes de la radioprotection, le premier, qu'il s'agit de la justification, que les examens soient justifiés, c'est-à-dire que le patient va tirer, l'avantage que le patient va tirer est largement supérieur au risque. Le second, c'est l'optimisation. Il faut tout faire pour qu'on réalise l'examen avec la dose la plus faible, aussi raisonnablement que possible. Donc, une fois qu'on respecte ce deuxième principe de la radioprotection, écoutez, vous allez voir que la survenue de ces risques est vraiment négligeable. Maintenant, il y a le troisième principe de la radioprotection qui est la limitation, qui concerne les travailleurs. Donc, le médecin aussi, dans son activité, dans l'exercice de sa fonction, fait tout pour ne pas dépasser des doses limites annuelles qui sont définies. Maintenant, si ces conditions de radioprotection, de justification, d'optimisation et de limitation sont respectées, le risque aussi bien pour le patient que pour le médecin est négligeable et bien limité. Mais il faut être honnête pour dire que ces risques sont réels. Ils ne sont pas à occulter, et donc d'où qu'il faut un personnel qualifié, un personnel bien formé, d'où qu'il faut voilà, une autorité de régulation, une autorité qui essaie d'inspecter, une autorité qui s'assure que bon, les conditions de protection sont là, que le professionnel de santé qui veut pratiquer la médecine nucléaire est bien formé.
Alors, justement, nous sommes le 8 novembre. C'est ça surtout qui nous retient ici, dans cette émission spéciale sur SO Docteur TV. Un 8 novembre comme ça pour sensibiliser, pour dire, est-ce que nous avons dit l'essentiel où il y a des messages vraiment à haut impact, je vais le dire comme ça, à délivrer à ceux qui nous regardent pour marquer les esprits et marquer la journée. Ah, le 8 novembre, le 8 novembre, c'est le 8 novembre 1895 que le physicien allemand Röntgen voilà, a découvert les rayons X. Et la découverte des rayons X a marqué donc l'avènement d'une spécialité qu'on appelle la radiologie, et plus tard d'autres spécialités d'imagerie médicale. Donc le 8 novembre est une journée internationale ou journée mondiale de la radiologie en particulier et de l'imagerie médicale en général. Et comme je vous ai dit, l'imagerie médicale, c'est deux spécialités. La radiologie d'une part et la médecine nucléaire d'autre part. Voilà. Donc ce jour 8 novembre, on célèbre non seulement la radiologie, mais on célèbre également la médecine nucléaire. Et la médecine nucléaire, comme je vous l'ai dit, c'est une spécialité d'imagerie qui est à la fois, c'est une spécialité d'imagerie médicale qui est fonctionnelle, contrairement donc à la radiologie qui est une spécialité d'imagerie morphologique. La médecine nucléaire, elle permet de faire les diagnostics précocement, alors que bon, la radiologie peut être en retard par rapport donc à la médecine nucléaire. Ces deux spécialités sont complémentaires. Ces deux spécialités qu'on fait séparément. On ne peut pas faire les deux spécialités au même moment, c'est pas possible. Ça devient donc une mascarade. C'est comme par exemple, tu ne peux pas faire en même temps la traumatologie et l'urologie par exemple, quoique c'est de la chirurgie. Donc ce sont deux spécialités qui sont complémentaires. Et ce 8 novembre, donc les praticiens, donc qui utilisent les rayonnements ionisants, font la promotion non seulement donc de la radiologie, mais aussi de la médecine nucléaire. Et donc la médecine nucléaire étant encore peu connu, et il était important pour moi donc de ce 8 novembre de parler de cette spécialité innovante d'imagerie médicale et de radiothérapie qu'est la médecine nucléaire, pour que aussi bien donc le personnel soignant que la population puisse s'informer davantage sur cette spécialité qui demain je l'espère va arriver dans notre pays et va contribuer donc à la prise en charge des patients. Alors c'est vrai que quand vous le dites, on n'est pas encore totalement installé dedans. Ce n'est qu'une gestation du fait que vous soyez là et que la spécialité s'enseigne déjà dans une faculté, notamment la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. On est donc dans un embryon, on est en train de poser donc les bases, les jalons, le souhait étant que très vite justement, on puisse avoir le plateau technique adéquat pour cela et qu'on puisse renforcer justement, on va dire, un cadre plus ou moins institutionnel. Je sais qu'il y a l'Agence internationale de l'énergie, l'AIEA, l'AIEA qui fait un travail remarquable aussi à promouvoir justement l'usage civil, l'usage pacifique du nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant partie de toutes ces organisations que j'ai citées plus haut, la Société africaine francophone de biophysique et de médecine nucléaire, la Société française, est-ce que déjà on a quand même une certaine relation avec cette agence-là où on peut espérer qu'il y a des choses à obtenir? Absolument, le Togo est membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis 2012. Oui. Moi, je fais partie des pionniers des Togo, qui ont contribué, qui ont travaillé à ce pour que le Togo puisse vraiment faire partie donc de cette agence. Et cette agence aide le Togo. Il y a un projet donc de création de services de médecine nucléaire que je pilote depuis des années avec cette agence, avec le gouvernement. Et j'espère que les autorités sanitaires vont essayer de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, et puis profiter donc des avantages donc de cette agence, comme d'autres pays, le Burkina Faso, le Sénégal, pour que la médecine nucléaire soit une réalité au Togo, dans un avenir très proche. Et il y a les privés aussi qui se battent pour créer ce service. Et donc j'espère que dans un avenir proche, le patient togolais peut aussi profiter de la médecine nucléaire, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Professeur Kokou Fofo-Toussard Dambounou, vous êtes biophysicien, médecin radiologue et médecin nucléaire, professeur titulaire de biophysique et de médecine nucléaire à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Vous êtes aussi vice-président de la Société africaine francophone de biophysique et de médecine nucléaire et également membre de la Société française de médecine nucléaire. Je l'ai dit, pour ce qui nous concerne juste au plateau, voilà les titres consacrés
Merci d'être passé. SE Docteur TV est là justement, à la fois donc pour apporter l'information, mais aussi rendre accessible, on va dire, tous les dispositifs de soins et notamment donc ceux qui apportent des soins. Donc vous êtes passé sur ce plateau. Merci pour tous vos messages et j'espère que nos internautes, nos chers téléspectateurs ont pris bonne note comme moi et vivement que nous puissions justement bénéficier des fruits de la médecine nucléaire au Togo. Restez fidèles à votre chaîne, la vôtre, SE Docteur TV. À très bientôt.